Alors nous allons conclure cette soirée maintenant avec Pascal Gauchon qui va nous proposer un éloge de la frontière. Bien, merci. Mon exposé va être un petit peu différent des deux précédents que vous avez eus qui étaient historiques, très précis, brillants. Alors je ne veux pas dire que le mien va être spécialement ennuyeux, mais enfin, comme ça vous êtes prévenus quand même. Mais ça va être un peu plus théorique et beaucoup plus actuel évidemment, puisque le problème est de savoir où en sont les frontières aujourd'hui. Par ailleurs, je n'ai pas le talent des jeunes depuis longtemps et je suis bien incapable de faire réaliser des splendides PowerPoint de ce genre, mais vous allez voir, je vais me rattraper avec la poésie. Tu es imaginaire, tu es meurtrière, frontière, mais tu n'arrêtes pas les cœurs. Ce charmant verset, je l'ai lu il y a 4 jours exactement, sur la devanture d'une librairie, bien pensante j'imagine, du 10e arrondissement. Ces vers de Mirliton, on peut bien le dire, tu n'arrêtes pas les cœurs, témoignent en tout cas d'un fait, les frontières ne plaisent pas à tout le monde, les frontières sont attaquées, les frontières sont critiquées. Alors ces critiques ne sont pas nouvelles. On pourrait remonter à la préhistoire que représentent le marxisme et le communisme, et aux fameux prolétaires de tous les pays, unissez-vous à l'internationalisme prolétarien. Mais aujourd'hui, et de façon plus active, la charge vient de deux côtés, père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite. D'un côté, les libéraux, qui réclament l'abaissement des frontières au nom de l'efficacité économique, et de l'autre, les libertaires, qui veulent leur disparition au nom des droits de l'homme, et en particulier du droit de chacun de vivre où il veut. Vous voyez l'actualité en fait de ces thèmes, avec d'un côté par exemple la négociation en cours du traité transatlantique, et de l'autre côté ce que tout le monde voit bien à travers la Méditerranée. Le thème de la frontière me semble ainsi devenu l'un des plus importants, l'un des plus révélateurs, peut-être l'un des plus mobilisateurs sur le plan politique aussi de notre époque. Il révèle aussi un peu le passé que nous avons connu, la convergence entre libéraux et libertaires qui découle de l'esprit de mai 68 et qui explique le parcours de très nombreux animateurs de ce mai 68, à commencer par Cohn-Bendit. On ne comprend rien évidemment si l'on ne comprend pas que nous nous sommes trompés à l'époque sur mai 68, qui n'était pas tellement un mouvement communiste, mais qui était beaucoup plus un mouvement libertaire, parfaitement capable de s'accommoder avec une certaine forme de libéralisme. Et tout cela surtout me rappelle un passage que je vais vous citer rapidement parce que je le trouve absolument extraordinaire, de Marx, dans le manifeste du Parti communiste, que nous avons d'ailleurs cité rapidement dans le numéro sur les frontières. Donc c'est un rappel, et je trouve ça absolument merveilleux comme formule. Dans le premier chapitre en l'occurrence, il décrit la force révolutionnaire de la bourgeoisie, il emploie le terme. Force révolutionnaire de la bourgeoisie et du capitalisme, voilà ce que nous avons tendance à oublier du point de vue des marxistes. Et il en félicite, bien sûr, de cette force révolutionnaire. Et il précise, grâce au rapide perfectionnement des instruments de production, grâce aux communications infiniment plus faciles, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ses produits est l'artillerie lourde qui lui permet de battre en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles à tout étranger, sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production, etc. En un mot, la bourgeoisie, nous dit, et pour Marx, bourgeoisie et capitalisme sont deux termes un peu interchangeables, ce qui d'ailleurs pose un gros problème historique, c'est pas du tout évident, mais enfin, bon, pour Marx c'est comme ça, bourgeoisie et capitalisme, c'est interchangeable. Eh bien, pour Marx, la bourgeoisie a un mérite, c'est en général d'avoir transformé toute forme de relation humaine en relation d'argent, ça il le précise ailleurs dans le même chapitre, et c'est en particulier de contribuer à la destruction des frontières à travers le monde. Communistes, capitalistes, libertaires, unis dans la même détestation
au point de s'adresser des compliments mutuels, il y a là un signe. Et un signe qui explique sans doute ce que nous pouvons voir, ou ce que nous croyons voir. Les frontières sont abaissées avec la diminution des droits de douane, voire leur suppression, désarmées avec la disparition des contrôles d'échange qui surveillaient pour le moins les mouvements de capitaux, traversées par les firmes multinationales qui s'installent ou repartent au gré de leur stratégie de localisation, franchies par les migrants, puisque l'on dit maintenant, vous le savez, les migrants, survolées par les images des télésatellites, subverties par les réseaux mafieux de toutes sortes. Mais cette convergence étrange, communiste, libéraux, libertaires, nous donne aussi un autre signe. À mieux y regarder, les ennemis de la frontière lui sont en fait moins hostiles qu'ils ne sont. Passons sur la préhistoire, encore une fois, et sur les régimes communistes, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ces régimes qui se voulaient, qui se proclamaient internationalistes, ont donné l'exemple assez réussi de pays fermés au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, et aujourd'hui encore, le dernier régime que l'on peut considérer comme vraiment communiste sur la planète, la Corée du Nord, n'est pas vraiment un pays ouvert à tous les vents, mais il est vrai qu'il s'agit d'histoire de dinosaures, laissons de côté. Regardons plutôt l'attitude des capitalistes libéraux. Ce sont les mêmes qui prétendent vouloir franchir les frontières comme ils le souhaitent et qui mettent leurs profits à l'abri des paradis fiscaux, dans les paradis fiscaux, à l'abri des frontières de ces paradis fiscaux. En fait, ce sont les mêmes qui veulent effectivement pouvoir implanter leur filiale dans les pays où cela leur semble plus intéressant, mais qui en même temps souhaitent que les différences de législation, par exemple les différences en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, puisque c'est quelque chose dont Bruxelles nous parle aujourd'hui, il y a 3 jours exactement, ou bien les différences en ce qui concerne les cotisations sociales, ne soient pas abolies, c'est-à-dire que les frontières, en ce qui concerne les modes de gestion des différents pays, soient maintenues. Écoutez, de ce point de vue-là, un patron emblématique, Carlos Ghosn, de Renault, et modèle même du patron cosmopolite pour de multiples raisons, dans un entretien déjà ancien au Monde qu'il avait accordé en 2005. Vous voyez, ça n'est pas tout à fait raison. Nous fêtons le 10e anniversaire. Je le cite donc. Notre époque porte la marque de fabrique qui s'impose aux entreprises comme à d'autres pays. Le dépassement des frontières. Voilà. Donc, objectif des capitalistes, dépasser les frontières, voilà. Franchise, subvertir les frontières. Dans ce monde ouvert, je suis convaincu que la diversité des cultures est une dimension essentielle pour les entreprises. Il s'agit d'utiliser les différences et de jouer des complémentarités pour apprendre et grandir tout en renforçant son propre identité, etc., etc. Donc d'un côté, franchir la frontière, et de l'autre côté, une fois qu'on a franchi la frontière, maintenir les différences entre les pays, c'est-à-dire maintenir des frontières entre les pays. Vous le voyez, le capitalisme et le libéralisme capital est beaucoup plus ambigu à l'égard de la notion de frontière, contre elle, quand il veut se mouvoir librement, pour elle, quand il veut s'abriter derrière elle pour ses affaires. Un exemple, pour finir, emblématique de ce qui est le rêve, probablement, de tout bon capitaliste au monde. Un très grand dirigeant d'entreprise, Jack Welch, qui a dirigé jusqu'au début des années 2000 General Electric, on l'a qualifié pendant un temps de meilleur patron du monde, jusqu'après avoir fait un petit peu son bilan après, et il a un peu disparu de la liste des patrons les plus performants de la planète, mais enfin, il a été longtemps présenté comme le patron le plus performant, et peut-être l'aurait-il été s'il avait pu réaliser son rêve. Il voulait installer dans une usine flottante des usines
que l'on déplacerait d'une eau territoriale à une autre en fonction des modifications, justement, de législation, de cotisation sociale, etc., qui pourraient se produire. Donc vous voyez, hop, la France baisse ou instaure le CICE, hop, le bateau arrive, il s'installe au large de La Rochelle et on produit pendant le temps où cela s'applique. Ben voilà, ça s'appelle non pas supprimer les frontières, vous le voyez, mais jouer avec la frontière, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quant aux libertaires, alors là, leur grand thème évidemment est la liberté de circulation, le no border, hein, et en particulier, ce n'est pas le seul thème, mais c'est le thème sur lequel je vais me pencher juste 2 secondes, en particulier en ce qui concerne l'immigration internationale. Le droit à chacun de s'installer et de vivre où il le veut, et l'interdiction pour les frontières de bloquer ces migrants. Oui, mais le migrant, si l'on parle du réfugié politique, qui quitte son pays, quitte la persécution, quitte la misère, eh bien, il n'a qu'une envie, c'est se mettre à l'abri à nouveau d'autres frontières. Comme le capitaliste veut mettre son argent à l'abri des frontières des paradis fiscaux, lui se met à l'abri d'un pays sûr, protéger ses frontières, et il n'a aucune envie, évidemment, que ses bourreaux, éventuellement, le suivent. Par ailleurs, les mêmes libertaires qui nous engagent, effectivement, à accueillir toute la diversité du monde, militent en même temps pour ce que l'on appelle au Canada des accommodements raisonnables, c'est-à-dire pour que les migrants qui arrivent dans les différents pays du Nord gardent leur originalité culturelle et puissent la garder, religieuse, leur spécificité, c'est-à-dire qu'ils veulent abaisser les frontières nationales au risque de constituer ou de reconstituer des frontières culturelles, des frontières religieuses, des frontières ethniques au sein des pays où s'installent ces communautés. Vous le voyez donc, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que l'on pourrait croire. Et pour conclure sur un peu cette première étape de mon exposé, rassurez-vous, il y en a que cette schizophrénie de notre monde actuel, et en particulier des adversaires de la frontière, dans notre monde qui est censé être plus ouvert que jamais, eh bien, il faut partout des digicodes pour entrer à la porte d'un immeuble. Quand j'étais jeune, les frontières étaient fermées, mais il n'y avait pas de digicode. Eh bien, aujourd'hui, la France est ouverte sur le monde, mais vous n'entrez nulle part dans Paris si vous ne connaissez pas le digicode. Voilà donc le symbole d'une chose sur laquelle nous reviendrons. Les frontières ne disparaissent pas, elles changent peut-être, mais elles ne disparaissent pas. Vous le voyez, pour refaire ce que m'a demandé Philippe, cet éloge des frontières, j'ai pris un tour inhabituel, puisque je n'ai pas repris les très beaux textes de Régis Debray sur le sujet, par exemple. J'ai en fait simplement analysé ce que disent les adversaires des frontières pour constater qu'en fait, ils ne sont pas contre les frontières, ou que le vrai risque pour la frontière n'est pas tellement d'être démantelé, c'est d'être subverti, manipulé, instrumentalisé, nous y revenons. Par ailleurs, ce que nous apprend cette première étape de mon exposé, c'est qu'il y a évidemment frontières et frontières. La frontière particulièrement critiquée par les libéraux et les libertaires, en particulier par les libertaires plutôt, c'est la frontière nationale. Mais la frontière au sens de limite, sens affaibli du mot frontière, ce qu'on appelle les frontières sociales par exemple, qui fleurissent avec les gated communities aujourd'hui, c'est-à-dire les lotissements entourés par un mur, qui constituent aujourd'hui 5% à peu près des constructions en Californie. Eh bien, comment dire, ces frontières sociales, ces frontières ethniques, ces frontières religieuses de toutes sortes, qui mériteraient d'être appelées limites, mais que l'on appelle souvent frontières, elles sont beaucoup moins critiquées. Même les frontières nationales, d'ailleurs, ne disparaissent pas. Parlons 2 secondes, si vous voulez, simplement d'économie. En apparence, c'est bien le domaine où la mondialisation a le plus affaibli les frontières, abaissé les frontières, détruit les frontières. Pourtant,
même si les droits de douane sont devenus aujourd'hui très faibles à travers le monde, un certain protectionnisme douanier ou commercial persiste, par le biais, par exemple, des normes ou par le biais de différentes contraintes imposées à celui qui veut exporter à travers le pays. L'OMC, d'ailleurs, se plaint depuis 2008 d'une remontée du protectionnisme en matière commerciale. On constate de la même façon que dans beaucoup de pays, on a vu les risques que pouvaient poser les flux de capitaux et que ces flux de capitaux étaient de plus en plus contrôlés, en particulier quand il s'agit d'investissements directs dans des entreprises sensibles. Les États-Unis, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, le pays libéral par excellence. Les États-Unis ont été en pointe sur ce thème, mais l'Allemagne, la France, etc., beaucoup de pays ont suivi et ont renforcé les contrôles ou les autorisations nécessaires pour acquérir des entreprises dans des secteurs sensibles. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple. Et puis surtout, les économistes sont tous d'accord pour dire qu'il existe ce qu'on appelle un home BIA, pardonnez mon anglais, hein. Donc il existe une sorte de préférence nationale à son acte. Par exemple, pour la consommation et pour les échanges entre régions. Une étude qui date de ancienne, début des années 2000, qui a été faite par le CEPI, démontrait qu'entre deux régions européennes avaient 13 fois plus de chances de commercer entre elles si elles faisaient partie du même pays que si elles faisaient partie de deux pays différents. Voilà. On préfère, dans les faits, acheter, on achète dans les faits plutôt, plus des produits de son pays que des produits qui viennent d'une autre région européenne. Les explications, alors, éventuellement la monnaie, mais c'est plus tellement valable en Europe, bien sûr, depuis qu'il y a l'euro, mais ça a pu être un élément important, les variations monétaires, la distance géographique, tout bêtement, mais aussi les habitudes culturelles, les liens tissés dans le passé depuis un certain temps, qui ne disparaissent pas du jour au lendemain, bien sûr, entre autres. Et puis, le même phénomène se retrouve en ce qui concerne les placements. Là aussi, un home bias très clair, partout à travers le monde, on préfère placer son argent dans son pays, plutôt qu'à l'étranger, ou si on le place à l'étranger, c'est par l'intermédiaire de sociétés d'investissement, sociétés de placement, etc., qui vont le faire pour nous. Alors là, les mêmes raisons peuvent jouer, mais il y a une énorme raison qui joue, qui est le problème juridique. C'est que placer à l'étranger, c'est placer dans un pays qui a un droit différent. Et en cas de litige, évidemment, déjà, c'est pas toujours facile de se faire, d'avoir raison en face de la justice de son propre pays, avoir raison en face d'un tribunal indonésien, ça n'est pas évidemment à la portée de tous les non-indonésiens de la planète. La frontière, donc, et les frontières nationales ne disparaissent pas. Le fait principal, c'est que la frontière se modifie. Elle devient plus technique dans le cas des murs, comme celui qu'ont établi les États-Unis avec le Mexique, et ce que George Bush avait appelé la smart border, la frontière intelligente, avec des drones qui surveillent, avec des senseurs dans le sol, avec toute une série d'éléments aussi raffinés que le LIMES, ou plutôt, non pas le LIMES, excusez-moi, le non-LIMES, dont vous parlez Yann Le Goec, le raffiné encore. Voilà, donc la frontière est censée devenir intelligente. Et vous le savez bien sûr, ce mur n'est pas le seul, au contraire, ils ont tendance à se multiplier aujourd'hui à travers le monde. Par exemple, aux frontières de l'Arabie, très inquiète de ce qui se passe en Irak, au Yémen, etc. Bon, c'est d'ailleurs largement les Français qui contribuent à le construire. Très bien, bravo. Les entreprises françaises. Donc, voilà, ça, frontière intelligente, et vous voyez qu'ils ne disparaissent pas, au contraire. Une frontière qui se complexifie, puisque à côté des frontières nationales apparaissent des frontières entre grands blocs commerciaux comme l'Union européenne, l'ALENA, etc. Les frontières douanières de la France sont globalement aux limites de l'Union européenne. Les frontières par ailleurs s'épaississent, comme le démontre le déploiement de la police aux frontières dans un pays comme la France, police aux frontières qui est essentiellement déployée dans les aéroports. Ce qui montre bien que la frontière est partout d'une certaine façon, dans notre économie et dans notre monde mondialisé, si vous pardonnez cette formule, eh bien la frontière est littéralement partout, y compris au milieu ou à proximité des très grandes villes. Tout cela débouche, et c'est un peu la situation que Yann Le Goec décrivait pour la frontière de l'Empire romain, sur un véritable entre-la frontière
économiques, frontières culturelles, frontières juridiques. Les frontières juridiques, qui sont les frontières nationales, restant, me semble-t-il, les plus importantes. C'est elle, d'abord, la frontière nationale, parmi toutes ces frontières entrelacées, hein, c'est elle qui a la légitimité qui lui vient du pouvoir qui la fixe et qui la détermine. Légitimité qui, dans nos pays aujourd'hui, vient de la démocratie, aucune autre force. Les FML, les associations ou tout ce que vous voulez, n'a cette légitimité démocratique qui donne le droit de dire où est la frontière et de garder la frontière. C'est elle qui assure un triple rôle, tout à fait essentiel, les trois rôles de la frontière. D'abord, un rôle de protection. Protection contre les menaces extérieures, protection aussi du mode de vie du pays concerné. C'est Milton Friedman qui disait qu'entre l'ouverture totale des frontières et la protection sociale, il fallait choisir. Et ceci renforce une phrase célèbre d'Henri Lacordaire. La frontière joue ici le rôle de la loi, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur. C'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Je dirais de la même façon qu'entre le fort et le faible, c'est la frontière, c'est l'absence de frontière qui opprime et c'est la frontière qui affranchit et qui protège. La frontière, premier rôle de la frontière, elle protège. Deuxième rôle de la frontière, elle sépare. De ce point de vue-là, elle permet de distinguer ce qui est mien et ce qui est autre, ce qui est des miens et ce qui est des autres. Elle est le fondement essentiel de l'identité. On vous a parlé tout à l'heure de la Grande Muraille de Chine, frontière par excellence, et Yann Le Goec et Tancred de Josserand y ont fait allusion. Bon, qui n'est pas une frontière, hein, c'est clair de cette façon, qui est, comme la frontière romaine est constituée d'une multitude de fortifications en profondeur, et on dit souvent que cette muraille de Chine n'a pas vraiment arrêté les barbares. Effectivement, entre autres, la victoire des Mongols, et ce n'est pas les seuls à l'avoir franchie. Elle n'a pas arrêté les barbares, mais elle a eu un rôle peut-être plus important. Elle est encore aujourd'hui un fondement essentiel de l'identité chinoise. C'est Deng Xiaoping qui évoquait, alors il faut que je retrouve cette citation, excusez-moi, voilà, qui en 1984 avait lancé ce slogan « Aimons notre Chine, relevons notre grande muraille ». La grande muraille, symbole de la grandeur chinoise, symbole de l'identité chinoise, dont, dans la mesure où elle sépare, la frontière crée les identités. Enfin, la frontière filtre, elle est un trait discontinu. Regardez sur les atlas partout. La frontière se caractérise par des tirets, est représentée par des tirets. C'est un trait discontinu qui veut dire qu'elle est, et ce n'est pas une insulte de dire ça pour la frontière, au contraire, qu'elle est une passoire, c'est Régis Debray qui le dit. Quand on dit de la frontière qu'elle est une passoire, on lui rend hommage. C'est exactement ce qu'est la frontière, une passoire. Elle laisse passer simplement ce que l'on veut laisser passer. Elle empêche de passer ce que l'on ne peut pas laisser passer. À moins que ce ne soit l'inverse, elle retient les pattes et laisse passer l'eau, qui permet ensuite de mettre le pesto et de passer un bon moment. Donc, la frontière comme nous aidant à profiter du pesto. Protection, j'ai oublié de citer une formule, mais je ne peux pas résister au plaisir de la citer, j'en viens un peu en arrière. Sur le thème de la frontière protection. C'était le regretté Charb, ancien directeur de Charlie Hebdo, qui en 2010 avait cru amusant de lancer cette formule. Les tarés extrémistes, pensez aux islamistes en l'occurrence, n'ont pas de frontières, ils peuvent frapper partout. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ne sont pas capables d'abattre un caricaturiste qui est seul chez lui. Eh bien, le problème, c'est que justement, quand la frontière est bien faite, elle protège et elle empêche les tarés extrémistes de venir d'une façon ou d'une autre, même si c'est dans le cas de l'assassinat de Charb
et des rédacteurs de Charlie Hebdo, des gens qui étaient installés en France depuis longtemps. Donc elle leur permet en tout cas, si c'est bien fait, de ne pas aller recevoir des ordres à l'étranger. Eh bien, quand la frontière est mal faite, et pourtant Dieu sait, chez Charlie Hebdo n'était pas un adepte de la frontière et du renforcement des frontières, quand les frontières sont mal gardées, eh bien ça passe. Et en l'occurrence, en sont victimes, y compris ceux qui se gaussent à certains moments des frontières. Tout cela, évidemment, et ce retour en force de la frontière, ce maintien, ce retour en force, se nourrit évidemment de l'histoire récente. Elle se nourrit bien sûr des... l'histoire récente, c'est quoi? C'est les années 90, la mondialisation heureuse, souvenez-vous, hein, il faut l'avoir écrit, la mondialisation heureuse, la fin de l'histoire, là aussi, il faut l'avoir écrit. Donc voilà, on allait vers un monde derrière la flamme de la Statue de la Liberté de New York, éclairée par elle, nous allions vers un monde de plus en plus heureux, de plus en plus pacifique, où évidemment les frontières ne servaient plus à rien. Et puis il y a eu les attentats de 2001, et évidemment les Américains, qui d'ailleurs n'avaient jamais cru que les frontières ne servaient plus à rien, on le verra tout à l'heure. Les Américains, du coup, ont renforcé considérablement leurs frontières dans de très nombreux domaines, y compris pour le passage de produits de tous ordres. Et puis il y a eu la crise financière de 2008, je rappelle qu'ouvrir les frontières et laisser faire les capitaux se promener n'importe où à travers la planète, comme ça leur plaît, ça peut avoir aussi des conséquences négatives, ça n'a pas que des conséquences négatives, mais ça peut avoir des conséquences négatives. Et puis il y a eu la montée des émergents et la guerre économique croissante avec les nouveaux pays, nouvelles puissances industrielles qui peuvent être la Chine, par exemple, ou dans une moindre mesure l'Inde, ou en général les pays d'Asie orientale. Bon, le monde extérieur, loin de devenir un jardin d'Éden, semble ressembler de plus en plus à une jungle. Comme explique, comme l'avoue Jürgen Habermas, inlassable promoteur de la dissolution des frontières à l'échelle de l'Europe d'abord, à l'échelle du monde ensuite, qui avoue, après les attentats de 2001, je ne cesse de me demander si, au regard d'événements d'une telle violence, l'ensemble de ma conception de l'activité orientée vers l'entente n'est pas en train de sombrer dans le ridicule. Et oui, décrié, la frontière se venge par la dérision. Elle se venge par la dérision sur un autre plan. Regardez où sont les espaces sans frontières, c'est-à-dire les espaces patrimoine de l'humanité, qui pourraient préfigurer ce que serait effectivement une humanité, une planète sans frontières. Eh bien, depuis 1982, la haute mer. Depuis 1963, l'espace. Depuis 1959, avec des nuances, l'Antarctique. La caractéristique de ces trois espaces patrimoine commun de l'humanité, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur. Comme si la frontière était indispensable pour que les sociétés humaines se développent. Quand je dis il n'y a personne à l'intérieur, si, il y a éventuellement la loi de la jungle, il y a les pirates, il y a, en ce qui concerne le spatial, c'est un énorme problème, tous les satellites de renseignement et d'observation qui ne sont soumis à aucun contrôle, puisque c'est l'espace international. Donc voilà, c'est aucun contrôle, aucune juridiction, aucune possibilité de réagir contre ces intermédiaires indispensables pour nos amis de la NSA, par exemple. Que ferait-il sans tout cela? Ben voilà. Hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, aucun contrôle possible, aucune possibilité de le faire interdire, aucune possibilité de réguler cela. Voilà, rien, personne, sauf éventuellement des pirates. Voilà ce qu'est un monde sans frontières, c'est en tout cas ce que peut nous laisser penser les quelques cas de monde sans frontières qui existent. Alors on nous objectera bien sûr que les frontières doivent quand même disparaître. Le progrès technique, les transports et les communications planétaires, les mouvements humains incontrôlables, les flux d'Internet, les mouvements de capitaux par télématique. Tout cela échapperait au contrôle de toute autorité et ne pourrait plus être absolument filtré, interdit même éventuellement, en tout cas contrôlé au niveau de la frontière. Il me semble que ce n'est pas le problème, parce qu'un défi technique
il y a toujours une réponse technique. Le vrai problème est plutôt un problème de volonté. On aura la preuve avec certains pays qui, eux, réussissent à trouver des solutions à ce qui, nous paraît impossible à contrôler, à réguler. Bon, sans ressasser toujours les mêmes choses, évidemment, le cas de l'Australie, en ce qui concerne l'immigration internationale qu'elle ne souhaite pas, montre que, je dirais l'Australie est une île, c'est vrai bien sûr, mais montre qu'il est toujours possible de trouver éventuellement des solutions. Les flux qui paraissent les plus incontrôlables, les flux d'Internet, voilà ce qui paraît le plus échappé à toute frontière. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, la notion de frontière, quand on parle d'Internet. Eh bien, regardez la Chine, elle sait très bien contrôler cela, grâce à ses cyberpoliciers. S'il y a des gens que ça intéresse, ils embauchent encore actuellement. On a déjà entre 50 000 et 100 000 peut-être sur les cyberpoliciers en Chine, donc c'est pas mal. Et c'est un métier d'avenir, en l'occurrence pour la Chine. Donc la Chine a trouvé une réponse technique. Et puis cette affaire de volonté, ça aussi, deux pays nous le montrent, deux pays qui sont les modèles du libéralisme. Car deux pays réussissent à transférer leurs frontières littéralement à l'étranger. Il s'agit d'abord des États-Unis, depuis 2001, qui ont exigé de tous leurs partenaires commerciaux que tout ce qui est la vérification des conteneurs partant vers les États-Unis soit faite dans les ports de départ et non pas à l'arrivée aux États-Unis. C'était la panique à l'époque, après 2001, de voir Al-Qaïda mettre dans un conteneur des déchets nucléaires irradiés. Ça arrive dans un port américain, on ouvre le conteneur, et voilà, la totalité du port est contaminée, peut-être pas obligatoirement énormément de morts, mais en tout cas, évidemment, un port totalement inutilisable pendant un temps long. Bon, ben voilà, ça se fait. À l'extérieur, les États-Unis ont réussi à obtenir cela. Les frontières n'ont pas disparu, simplement les États-Unis ont réussi à faire que c'est une véritable annexion territoriale, de cette façon, que leurs frontières passent dans les ports étrangers. Et puis, plus près de nous, les modèles de libéralisme, le Royaume-Uni, qui, depuis les accords du Touquet en 2003, a obtenu que le contrôle et la retenue des migrants non désirés voulant aller en Angleterre se fasse en France, et non pas au Royaume-Uni. C'est ce qui vous explique les phénomènes de Sangatte, devenu aujourd'hui la jungle. Là encore, vous voyez, on est dans les mêmes images que précédemment, devenu aujourd'hui la jungle. Alors de temps à autre, les Anglais donnent un petit chèque à la mairie de Calais pour qu'elle gère tout ça. Mais enfin, en attendant, les joies de la diversité, c'est Calais qui en profite. Et les Anglais, bizarrement, ne sont pas tout à fait convaincus du bonheur de tout ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la frontière, les Anglais réussissent à la faire respecter, ils réussissent à la faire respecter chez les autres, avec une merveilleuse bonne conscience, et, encore une fois, un pays totalement libéral. Voilà, encore une fois, un élément qui nous permet de dire que les frontières ne disparaissent pas. J'irai même plus loin. Il existe aujourd'hui un besoin de frontières. Preuve, elles se sont multipliées depuis 1991. Les frontières dans le monde ont augmenté, ça paraît tout à fait phénoménal, de 90 000 km, selon les études de Michel Fouché, depuis 1991. C'est lié entre autres à l'éclatement, bien sûr, de l'URSS et d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Mais, c'est-à-dire entre autres. Mais les frontières, vous voyez, ne régressent pas, en tout cas par cette simple statistique. Et par ailleurs, l'époque veut, explique ce besoin de frontières. Paradoxalement, la mondialisation est certaine de ces dérives. La frontière contrôle, la frontière protège, elle construit des identités. Affaiblir les frontières nationales ne fait pas disparaître le besoin de frontières, simplement, il se manifeste à travers d'autres frontières, culturelles, sociales, locales, civilisationnelles. Chasser la frontière par la porte, elle revient par la fenêtre. Je vous remercie. Merci Pascal de cet exposé, de ces réflexions sur la frontière. Merci à vous tous d'être venus à cette réunion. Nous en réaliserons d'autres maintenant à la rentrée. Et en particulier, nous reviendrons certainement sur le combat pour l'histoire qui est la principale motivation de notre action au sein de l'association pour l'histoire. Merci à tous et bonsoir. Merci.